justice, la règle d'or que l'usage dans l'échange des choses est suggéré conduit aussi à la plus large justice qui s'étend aux personnes. La justice, c'est l'égalité. Je n'entends point par là une chimère qui serait peut-être quelques jours. J'entends ce rapport que n'importe quel échange juste établi aussitôt entre le fort et le faible, entre le savant et l'ignorant, et qui consiste en ceci, que par un échange plus profond et entièrement généreux, le fort et le savant veut supposer dans l'autre une force et une science égale à la sienne, se faisant ainsi conseiller, juge et redresseur. Ce sentiment est l'âme des marchés. Je ne suis point dupe des voleries dont on fait bruit, ni de ces marchandages à double mensonge qui ne sont que des jeux entre égaux. Nul ne vendra plus cher à un enfant, et ces précautions même, des enchères et des prix publics, font assez voir que le gain égal dans les échanges est ici la règle suprême. Et même dans la spéculation, je verrai plutôt encore un jeu entre égaux qu'une entreprise contre les faibles. Surtout, il ne faut point faire confusion entre cette cité des marchands, où une probité stricte est toujours pratiquée, où les droits sont égaux, où le respect ne joue point, ni la majesté vraie ou fausse, enfin qui ne connaît pas les nations, avec la société traditionnelle et cérémonieuse, secrète, fermée, jalouse, tyrannique. Certes, il est bon que la justice soit ainsi séparée et que les marchands soient chassés du temple. Je comprends que les grands aiment mieux donner qu'échanger, et abandonner que discuter. Cette fausse charité méconnaît. La justice des marchands fait mieux apparaître la charité véritable, car s'il n'y a point de justice, tant que l'on ne prête pas à l'autre son propre jugement, et encore aussi purifié qu'on pourra, cela conduit naturellement à observer dans l'autre tous les signes du jugement. Vendre ou acheter, c'est persuader. Une vente non consentie est nulle aux yeux du juge, mais elle est réellement aussi aux yeux de l'autre contractant, car la possession n'est pas ce qu'il veut, c'est la propriété qu'il veut, fondée sur un consentement libre et éclairé. C'est pourquoi le marchand veut vivre et faire commerce avec des hommes aussi clairvoyants et libres des passions qu'il essaie de l'être lui-même, dès qu'un problème de partage de succession ou de juste paiement est soumis à son arbitre. Voilà en quel sens la forte sagesse paysanne estime la bonne administration des biens par-dessus toute chose, même si elle en souffre, et bien plus haut que la molle insouciance, même si elle en profite. Ainsi le droit a de fortes racines. Il ne faut plus qu'un pas pour supposer toujours le mieux, pour tenter d'instruire, de délivrer toujours, et élever encore un beau mot qui a plus d'un sens. Ce pas est franchi toujours par la vraie charité, même au prix du plus haut courage, même en face d'un fou. Mais une clairvoyance supérieure étend toujours la justice, car la raison est au fond des passions les plus folles, comme on l'a assez vu. Ainsi la charité n'est qu'un pressentiment de la justice, et la pleine justice est à supposer toujours le fondement et la règle de justice, à vouloir, enfin, tout l'homme aussi éclairé que soi. Car chacun sait que ce n'est pas être juste que de supposer aisément l'autre insouciant, capable de tout croire et toujours content. La justice est donc l'égalité posée, puis supposée et enfin aperçue. Ceux qui ont connu ce regard plus commun qu'on ne croit qui ne s'arrête ni aux gentillesses ni aux flatteries, ni à la fausse majesté, ni à la folie étudiée comme un rôle, mais qui fait l'honneur aux plus puissants juges de police, comme aux plus méprisés des criminels, de les considérer sous l'idée d'égalité supérieure, savent assez ce que c'est que le justicier. Encore de la justice. La difficulté principale dans les contrats est que l'on ne sait pas bien faire part des autres lorsqu'on a fait valoir soi-même quelque objet dont il n'aurait peut-être rien tiré. Par exemple, un terrain qu'il n'aurait pas pu conserver, un champ qu'il n'aurait pas su amender, une mine qui n'aurait pas été exploitée par eux. Le travail humain, par la réunion de plusieurs par les machines, prend ainsi une valeur nouvelle que le maître détient naturellement et qui n'est pas toujours disposé à rendre, quoique le plus souvent il ne nie pas la dette. L'organisateur songe toujours à conserver une bonne partie de cette richesse comme un trésor commun qui dans ses mains permettra d'utiliser encore mieux le travail humain dans l'intérêt de tous. On sait assez que dans les coopérations, les chefs élus n'ont pas toujours la liberté nécessaire pour instituer de nouvelles méthodes de travail. Il est assez clair aussi
que les progrès de l'industrie restituent déjà à l'acheteur une partie des avances du producteur, sans compter les avantages pour la sûreté, contre la maladie, contre l'ignorance et même contre les pouvoirs tyranniques qui résultent des nouvelles conditions du travail. Les vices d'une telle organisation ne sont pas sans remède, et l'on oublie toujours trop l'état de servitude et d'ignorance où se trouvait le paysan avant que l'industrie eût assaini et embelli de toute manière la vie campagnarde. Et tout compte fait, nul ne sait comment on pourrait ralentir ce mouvement d'industrie, mais il est né de la situation même un grand nombre de solutions comme assurance, retraite, part aux bénéfices, ou simplement conservation des richesses en vue de multiplier la production. Ces solutions sont toutes bonnes, et même celle de l'avare, le moins ingénieux, car en conservant tout l'or qu'il voudra, il ne prive personne d'aucun produit, il ne fait qu'accaparer un instrument d'échange au reste pour un temps. Ces mots sont petits et ne répondent pas à beaucoup près aux mots que l'on doit toujours attendre des passions aussi modérées qu'on les suppose. L'injustice n'est point là. On blâmerait au contraire un avare qui, par une espèce de folie soudaine, paierait quelques milliers d'ouvriers pour un travail entièrement inutile, comme de creuser un grand trou et d'y remettre ensuite la terre. On le blâmerait, d'abord parce qu'il pourrait aussi bien payer ses ouvriers pour qu'ils se reposent, ou pour qu'ils travaillent à quelques jardins ou maisons pour eux-mêmes. En allant plus au fond, on le blâmerait parce que ce travail perdu serait comme un bien dérobé à tous, en sorte que par ce caprice, il y aurait moins de légumes, moins de vêtements, moins de meubles, enfin moins d'objets utiles dans le monde, et sans remède. Cela équivaudrait à brûler des meules de blé ou des magasins d'habillement, et il est clair que si on brûlait tout ce qui est utilisable, ce serait une grande misère pour tous, quoique cette folie procurât, comme on dit, du travail à tout le monde. Ces circonstances supposées font bien comprendre que les hommes ont besoin de produits et non pas de travail, et que faire travailler en vain, c'est dissiper la richesse commune. Or, le riche a cette puissance, et même sans passer pour fou ou méchant, attendu qu'il trouve tout établi des métiers fort difficiles, comme tailleur de diamants, brocheur d'étoffes, dentelière, brodeuse, dont les ouvriers ne vivraient point sans lui, et les produits de ce genre ont presque toujours une beauté, même pour les yeux et sans la possession, qui fait croire qu'ils sont faits pour la joie de tous. Mettons qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Disons enfin que ces vains ornements, qui sont comme le signe de la richesse, sont plus souvent enviés que méprisés, ce qui, en aggravant la misère par les passions, cache presque toujours à tous les yeux la véritable source de l'injustice. Ainsi, on déclame sur l'injuste répartition des richesses au lieu de blâmer l'usage injuste que beaucoup de riches en font, ce qui est pourtant la véritable et la seule injustice. Certes, ce n'est pas mal pensé que de désirer un certain luxe pour tous, et surtout une familiarité de tous avec de belles choses, mais ces jouissances en bonne justice supposent l'aisance pour tous ceux qui travaillent de leurs mains. Ce jugement rectifié ne changera pas beaucoup la vie d'un industriel, d'un banquier, d'un riche cultivateur. Il changera quelque chose peut-être à l'habillement de leurs femmes, à ce luxe des chevaux, des automobiles, des laquais, qui ne sont que pour essayer de faire envie et de tromper l'ennui. Si tous les riches étaient sobres et sans vanité, comme Grandet ou Gobseck, il y aurait des heures de travail en excédent dont une partie serait employée à produire pour ceux qui n'ont pas l'aisance, une autre à orner la vie de tous, et une autre encore au loisir, à l'instruction, au perfectionnement. La réforme dépend des riches et surtout des femmes riches, mais je n'attends pas beaucoup d'un effort directement opposé à la vanité ou à l'ivresse de plaire. Non, mais plutôt d'un regard clairvoyant sur les diamants et les dentelles, avec la pensée que c'est là du pain perdu. Il ne se trouverait peut-être pas un homme d'un caractère assez ferme pour persévérer dans la justice et pour s'abstenir de prendre le bien d'autrui dès qu'il pourrait le faire impunément. Il faut considérer sans faiblesse cette fable effrayante de Gigès et de son anneau. Impunément, c'est peu dire, mais il y a bien plus sans qu'on le sache, sans qu'on puisse même le soupçonner. Supposons encore, comme le veut Platon, que l'homme qui vole et tue soit loué pour cela même. Le voilà, devant sa conscience toute seule, et mis en demeure de s'avertir et détourner lui-même, puisque rien d'extérieur ne l'avertit ni le détourne. Ce que je trouve d'effrayant dans cette fable, c'est que Gigès n'hésite et ne délibère que pour savoir qu'il est vraiment invisible. Ici, le récit s'attarde. Chaque fois qu'il tournait le chaton en dedans, etc., mais dès qu'il connaît son pouvoir, il saisit la première occasion, il court,
Il trompe, il tue, il est roi. L'art du conteur ne peut être surpassé. Il faut dire que le modèle de ces rues de vérité se trouve dans la manière des contes populaires, en lesquels ce qui étonne et choque d'abord doit toujours être regardé comme un avertissement. Un conte ne trompe pas plus qu'un chant. Voilà donc ce portrait de moi-même que le sage me dessine, cet homme alerte et décidé, dès qu'il ne craint plus à l'endroit la puissance par tout moyen, comme on écrase une fourmi ou une chenille. Mais qui sait, les passions vont droit au but et vite, et le succès console de tout peut-être. Et la guerre a bien fait voir que les obstacles humains ne comptent pas beaucoup dès qu'on se trouve délivré du blâme. Un homme seulement pressé, et même par de petites causes, risque très bien sa vie. Mais cette barrière qui l'empêche de monter dans un train en marche le met en présence de ce qu'il aurait dû vouloir. Sans la barrière, il ne le voudrait jamais, et au contraire courait vers ce faible avantage sans plus regarder à sa propre sûreté qu'à celle des autres. De même, un général n'hésite pas souvent s'il sait qu'il sera blâmé de n'avoir pas fait tuer un millier d'hommes. Peu de choses donc un homme devant le chemin d'un autre, dès que l'éloge porte l'autre, et l'absous d'avance, ou dès que le blâme ou le déshonneur lui donne de l'éperon. Et si tu te connais humain et équitable, fais-en honneur aux lois aussi. Il faudrait donc jeter l'anneau, si on l'avait. Or chacun là, ici se montre la profondeur de Platon, qui passe tout autre, car chacun est libre de penser. Il n'est pas vu là dans son dedans, il est peut-être bien nié les lois et les coutumes d'abord, et juré qu'il ne se réglera que sur sa propre volonté, mais point du tout, il jette l'anneau. Ce n'est pas ainsi qu'on pense. Penser, c'est faire attention à la pensée d'autrui, c'est la reconnaître et vouloir s'y reconnaître, se dire qu'après tout ils ne sont pas si sots et qu'il y a toujours quelques vérités à prendre dans les contes de bonnes femmes, comme ce conte de Gigès le fait voir. Par où il résonne merveilleusement avec ce qu'il veut faire entendre, et cela est respect. Je veux penser comme si on me voyait penser avec mon lecteur aussi loin de ma première idée que je puis me mettre, et d'après les signes du plus ignorant, c'est là que je me place, cheminant pas à pas en cette compagnie, me mettant au jour sans scandale, d'accord, en moi, avec eux, usant de leur langage sans jamais forcer ni détourner, démêlant cette sagesse embrouillée et encore avec prudence, ne tirant point sur un fil, sans savoir après quoi il tient. Hors de cette prudence est-il une seule pensée pour quelqu'un? Ces vues appartiennent à la maturité et à l'expérience. Elles supposent que l'on ait fait preuve de la faiblesse humaine et de la force des passions, surtout dans le paroxysme ou dans la surprise. Il est difficile d'avouer, mais enfin il faut bien y arriver, que les contraintes sociales sont trop vite jugées arbitraires, immorales, contraires à la dignité de l'homme pensant. Qui ne remarque que les passions nous poussent là, et comme la part des passions dans ce jeu est difficile à faire, au lieu que l'obéissance n'engage point le jugement, mais souvent au contraire l'éclaire et lui fait faire le tour de la chose, nous voyons ce respect des institutions, des mœurs et même des coutumes, modérant la superbe en des esprits de premier rang qui nous font voir la personnalité en sa pleine réussite, comme Montaigne, Descartes, Pascal, Goethe. D'ailleurs, différentes mais ayant ceci de commun, il me semble qu'ils cherchent moins à régler les autres qu'à se régler eux-mêmes, et par ce détour obéissant d'après cette maxime générale que les situations douteuses donnent force aux passions. Pascal, après Montaigne, est ici maître de réflexion, disant que le mérite fait tout et qu'on se battrait, mais que le nombre des laquais ne fait point doute. Il juge que l'obéissance assure l'ordre intérieur et que la révolte le défait d'abord parce que les passions occupent aussitôt cette place que la négation laisse libre. Et selon mon opinion, ils craignent encore plus cette sédition au-dedans que l'autre. Par ce chemin, on viendrait à accepter beaucoup et peut-être tout. Pour moi, ces sévères idées sont encore de théorie. Comme je les exposais à des enfants de 20 ans, l'un d'eux trouva ceci à dire « Nous sommes trop jeunes pour comprendre cela. Bel âge et belle réponse. » Du droit et de la force. La connaissance de la justice va rarement sans une certaine colère qui porte à écraser l'injuste, comme s'il existait une certaine espèce d'homme entièrement aveugle sur ces choses-là, et dont il faudrait purger la terre. Mais cela est bien puéril. Toutes les passions sont injustes, et tout homme est sujet aux passions.
Il n'est pas vrai non plus que cette colère pour la justice s'accompagne de justice dans toutes les actions, mais d'un autre côté, l'indignation du voleur volé peut donner aussi de l'espérance. Et je suis bien loin de considérer comme hypocrisie la prétention de tous les tyrans qui veulent toujours être justes et combattre pour le droit méconnu. Car ce n'est point la possession qui plaît le plus, mais c'est la propriété, et de même, l'usurpateur peut enfin être reconnu, et ce qu'il y a de ruse et de mensonge dans ces manœuvres ne doit pas nous cacher la plus profonde vérité humaine, que Platon a si bien vue, c'est que l'injustice n'a de puissance que par une justice cachée. L'ambition est une pensée, et la guerre a toujours pour fin de persuader, comme les traités de paix le prouvent, et la peine que l'on prend pour apaiser la revendication. Le juste est donc assez fort s'il est inflexible. La pensée trouve toujours la pensée, et une pensée absolument sans justice n'est plus pensée. Penser, c'est reconnaître. Toutefois, il est ordinaire que l'injuste use de contraintes afin de se faire reconnaître, et cela réussit mieux qu'on ne croit. Il faut être bien obstiné pour se soucier d'une pensée dont on n'est pas déjà trop sûr, qui contredit tout ce qui n'offre que danger. Vous n'aurez pas la peine de la cacher, elle se cachera même à vos yeux. Il s'en formera même une autre, et de bonne foi, c'est le cours naturel. De là vient cette opinion si commune, d'après laquelle un triomphe assez long crée un droit, et le triomphe ne peut gagner cet assentiment libre qui assure le devoir. Aussi voit-on que les tyrans méprisent un peu les acclamations et cherchent toujours à gagner les esprits libres, aimant sincèrement en eux tout ce qui marque la fermeté et la liberté, tout excepté la revendication de justice, même muette. Et il y a une coquetterie du courtisan d'esprit qui n'est que pour donner un air de liberté au jugement préalable concernant le fait accompli. C'est pourquoi la force triomphante essaie toujours de persuader et croit souvent y réussir, mais c'est pourtant vouloir prouver un théorème à coups de bâton, et tout en toute sincère persuasion, et qui a pour fin un consentement libre et une paix véritable. Tout le travail est de laisser à cet esprit antagoniste sa liberté pleine. Et c'est ainsi que l'esprit d'Euclide parle aux esprits. Il ne voudrait pas d'un contentement volé. Or, je suppose ici dans le tyran toute la clairvoyance d'Euclide, car ce n'est pas ce que le tyran croit avoir qui m'intéresse, mais ce qu'il a. Or, par toute la force du monde, il n'aura pas un droit, pas plus qu'en achetant une montre à vil prix d'un enfant qu'il a trouvé. Je n'en deviens à mes propres yeux le légitime propriétaire. Au reste, la première excuse de l'usurier, et qui ne suffit même pas, est bien toujours celle-ci. Après tout, je ne l'ai point forcé. Il y a un peu plus d'ambiguïté si le juste résiste au tyran par la force. Il soutient alors son droit, comme on dit, mais cette imprudence si naturelle revient à l'idée du jugement de Dieu, d'après laquelle le droit triomphe finalement. L'idée d'enfant sans fondement aucun dans l'expérience, ni dans la raison, et où surtout je vois une sorte de promesse. Le tyran peut croire qu'on le reconnaîtra s'il triomphe, et ainsi la révolte fortifie le pouvoir du tyran si elle échoue. Mais il faut voir au fond de cette naïve croyance d'après laquelle un puissant juge donnerait la victoire à celui qui a raison. Le droit est découvert par argument et preuve, non autrement, par la pensée, non autrement. Et la vraie résistance ici est donc de parler et d'écrire selon sa conscience, malgré l'exil, malgré la prison et jusqu'à la mort. On ne peut s'étonner de ce triomphe de l'esprit chrétien par toute la terre quand on voit que les martyrs savaient si bien mener cette espèce de guerre de l'esprit où le vainqueur est celui qui s'interdit de frapper. Ce fut le premier appel à l'esprit et la première guerre de ce genre que l'histoire ait conservée. Homme de peu de foi, dirais-je à mon tour, puisque cette expérience même ne fait pas que vous jetiez vos armes, mais je dis aussi, homme de peu de courage, car je vous vois trop faible dans la vraie résistance, et j'aperçois plus d'une espèce de peur dans ces prises d'armes.